Alors, bonsoir à tous. Nous sommes à la 4e séance d'enseignement dirigé en urgence concernant la chirurgie cardiovasculaire. Donc, je suis professeur assistant Hicham Ben Youssef, chirurgien cardiovasculaire et enseignant permanent à l'université Mohamed VI des sciences de la santé. On démarre tout de suite. En fait, notre discussion, il n'y aura pas de rappel sur cette séance. Il y aura 2 cas cliniques et nous allons discuter chacun des cas cliniques après et puis je vous ferai un petit rappel de la pathologie juste après le cas clinique. Alors, l'étudiant doit pouvoir évoquer le diagnostic des pathologies chirurgicales urgentes en chirurgie cardiovasculaire, diagnostiquer une tamponnade ou une suspicion de plaie cardiaque et pouvoir demander les examens complémentaires appropriés. Il devra aussi assimiler les indications et les principes thérapeutiques de cette chirurgie cardiovasculaire faite en urgence. Alors, démarrons tout de suite par un premier cas clinique. Donc, c'est un patient âgé de 62 ans qui est enseignant de profession. Il a dans ses antécédents une tumeur vésicale qui a été opérée. Il présente une fatigue, un essoufflement d'aggravation progressive depuis 2 mois. Alors, à votre avis, quelles sont les 2 symptomatologies fonctionnelles rapportées par ce patient? Est-ce que c'est un encore d'effort, des hématémèses, une asthénie, une dyspnée d'effort, une polachyurie? Alors donc la fatigue, c'est de l'asthénie, et l'essoufflement d'aggravation progressive, l'essoufflement, c'est de la dyspnée. Donc une dyspnée d'effort. Et vous voyez que l'installation est progressive. Donc les réponses sont C et D pour l'instant. Alors, à quoi pensez-vous? Déjà, à ce stade-là, est-ce que vous pensez à un pneumothorax, une valvulopathie, une anémie, un syndrome coronarien aigu ou un choc septique? Donc vous avez de la fatigue, de la dyspnée. Est-ce que ça peut être un pneumothorax? Oui. Est-ce que ça peut être une valvulopathie? Oui. Est-ce que ça peut être une anémie? Oui. Est-ce que ça peut être un syndrome coronarien aigu? Pas vraiment. Et on aurait plus une douleur thoracique. Est-ce que c'est un choc septique? À ce stade, on n'évoque pas le choc septique. Donc les réponses seraient A, B et C. Alors c'est le même patient, donc il consulte dans une autre ville. On lui dit qu'il a de l'insuffisance rénale et qu'on doit le dialyser dès que possible. On n'a pas de document. Alors à quoi vous pensez? Vous pensez à une insuffisance rénale chronique terminale? Vous pensez à une valvulopathie? Vous pensez à une anémie, à une pleurésie ou à une endocardite infectieuse? Alors donc ça peut être une insuffisance rénale chronique terminale, oui, non? Donc oui. Est-ce que ça peut être sa valvulopathie? Une valvulopathie qui est responsable de sa dyspnée, de sa fatigue, de son asthénie? Et le fait qu'il ait une insuffisance rénale va aggraver cela? Oui, c'est possible. Une anémie? Oui. Une pleurésie? Ben oui. Est-ce qu'on pense à une endocardite infectieuse? Pour l'instant, à ce stade, on ne pense pas à une endocardite infectieuse. Là, je vous laisse écrire vos réponses et on les corrigera pendant la conférence. Donc, quel élément cherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique chez ce patient?
Alors, c'est toujours le même patient. Donc, le néphrologue demande un bilan, commence une séance d'hémodialyse. Donc, le patient a une dyspnée de repos qui va apparaître à ce moment-là avec une chute tensionnelle à 80 mm de mercure de systolique. La séance d'hémodialyse est alors immédiatement arrêtée et un remplissage vasculaire est réalisé, ce qui permet au patient de s'améliorer sur le plan fonctionnel. Alors, à quoi pensez-vous? Dès que le néphrologue le branche en séance d'hémodialyse, eh bien, il ne supporte pas, il y a une dyspnée de repos avec une hypotension artérielle. À quoi vous pensez? Vous pensez toujours à une anémie, une valvulopathie, une endocardite infectieuse, un épanchement péricardique ou une pleurésie? À ce stade, je pense qu'il faut penser, je vous donne 4 secondes de réflexion. Très bien, alors vous avez pensé à de l'anémie, oui. Est-ce que vous avez retenu la valvulopathie aussi? Oui. L'endocardite infectieuse? Non, pour l'instant il n'y a pas de raison. L'épanchement péricardique? Oui, c'est possible. Une pleurésie? Oui, c'est possible. Je vous expliquerai pendant la conférence pourquoi. Alors, vous faites l'examen clinique et l'ECG, vous trouvez une tension artérielle à 80 sur 55 mm de mercure, patient apyrétique, tachycarde, une gêne thoracique, une dyspnée permanente de repos. À l'examen cardiovasculaire, il n'y a pas de souffle, les bruits du cœur sont assourdis et vous avez une turgescence des veines jugulaires et un reflux hépatojugulaire. Il y a aussi un thril à la palpation de la fistule artério-veineuse radio-radiale gauche. Et l'examen pleuropulmonaire est tout à fait normal, rien à signaler. Par contre, le CG s'inscrit en microvoltage. Ici, vous pouvez voir le CG. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Est-ce que vous pensez à une pleurésie? Et il faudra argumenter. Pourquoi? Pleurésie, oui, peut-être, mais pourquoi? Est-ce que vous pensez à un infarctus du myocarde étendu au ventricule droit? Peut-être, c'est possible. Est-ce que vous pensez à une embolie pulmonaire grave? Est-ce que vous pensez à une pneumopathie? A priori, l'examen pleuropulmonaire est normal. Donc on ne pensera pas à une pneumopathie, mais il faudra bien sûr demander d'autres examens complémentaires pour éliminer ce diagnostic. Est-ce que ça peut être une tamponnade cardiaque? Très bien. Quels sont les diagnostics que vous évoquez à ce stade? Je vous donne 3 secondes pour la réflexion. Très bien. À ce stade, donc, vous allez retenir principalement l'infarctus du myocarde, peut-être, l'embolie pulmonaire et la tamponnade. Bien entendu, il faudra argumenter ces réponses. Pourquoi? Et c'est ce qu'on discutera pendant la conférence. Alors, quels examens complémentaires demandez-vous? Est-ce que vous demandez un ASP, une radio pulmonaire, un angioscanner thoracique, une échocardiographie transthoracique ou une fibroscopie bronchique? Alors, commençons par l'abdomen sans préparation. Est-ce que vous avez une indication à demander un abdomen sans préparation? Je vous donne 3 secondes de réflexion. Très bien, abdomen sans préparation, d'accord.
eh bien, il n'y a pas d'indication pour l'instant chez ce patient. La radio pulmonaire, bien entendu, puisqu'on pourrait chercher déjà la silhouette cardiaque et le parenchyme pulmonaire. Donc ça risque d'être intéressant, ça va nous donner beaucoup d'informations. Un angioscanner thoracique, à ce stade, il n'y a pas encore d'indication. On pourrait avoir une indication, mais pour l'instant, non. Une échocardiographie transthoracique, oui, il peut y avoir, étant donné que vous aviez évoqué l'infarctus du myocarde, que vous avez évoqué au début une valvulopathie, eh bien je pense il serait utile en tout cas d'avoir une échocardiographie transthoracique, une fibroscopie bronchique. Bon, il y a une dyspnée, mais on n'a pas encore vu la radio pulmonaire. On n'a pas de scanner thoracique pour voir s'il y a des lésions quelque part pour indiquer une fibroscopie bronchique. Donc le E, non. Alors voici la radio thoracique et je vous ai écrit qu'il y avait une augmentation globale du volume cardiaque. Et donc on a l'impression que c'est un cœur en carafe avec un petit pédicule, alors que la cardiomégalie est quand même très importante. À l'échocardiographie, on voit ici les cavités cardiaques, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite. Ici on voit l'épicarde et ici on voit quelque chose d'hypoéchogène tout autour du cœur. Une structure hypoéchogène autour du cœur, avec un retentissement des flux au Doppler. C'est-à-dire le flux mitral, regardez, il varie énormément entre l'inspiration et l'expiration. Regardez, vous avez aussi des modifications ici, des signes de compression sur l'oreillette droite, des signes de compression sur le ventricule droit, une veine cave inférieure qui est très dilatée, et des conséquences sur le ventricule gauche. Regardez cette image hypoéchogène autour du cœur. Eh bien, on a l'impression que le ventricule gauche est tout petit en inspiration et qu'il est assez gros en expiration. Alors la TDM thoracique montre, regardez, ici vous voyez l'artère pulmonaire avec sa en face de sa bifurcation. Ici vous voyez l'aorte ascendante, l'aorte descendante. Vous voyez le parenchyme pulmonaire ici en noir. Et entre le poumon gauche et le cœur, regardez, il y a cet aspect hypodense tout autour du cœur. Regardez, on le retrouve ici, tout autour du cœur, cet aspect hypodense. Alors, quel examen biologique demandez-vous? Donc, une NFS, urécréate, TPTCA, troponine, ionogramme sanguin. Oui, alors NFS oui, urécréate oui, parce que vous vous rappelez que c'est un patient qui a de l'insuffisance rénale. Alors un TPTCK oui, parce qu'on prévoit peut-être un geste. Les troponines, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de syndrome coronarien aigu. Non, on ne demande pas troponine.
Ionogramme sanguin, oui, c'est très important. S'il y a de l'insuffisance rénale, on doit voir s'il n'y a pas une hyperkaliémie notamment, ou des troubles ioniques autres à corriger. Alors, regardez, on trouve que le patient a une hémoglobine à 7,2, une urée à 2,6 g par litre, une créatininémie à 96 mg par litre, une kaliémie à 5,8 et un TP à 36%, donc un TP qui est spontanément bas. Alors, quel examen biologique vous demandez? Alors, il a eu aussi un bilan hépatique qui a montré que les transaminases sont élevées, les SGOT, plus de 10 fois la normale. Gamma GT sont aussi élevés. La bilirubine totale est élevée, principalement directe. Les phosphatases alcalines élevées. Les CPK élevés. Donc, est-ce que vous complétez par une IRM cardiaque? Il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Est-ce que vous prescrivez du furosémide? Un cœur qui est vide, eh bien, il va souffrir encore plus. Si vous le qui souffre parce qu'il y a de l'épanchement autour du cœur, il va souffrir encore plus si vous le videz. Donc, pas de furosémide. Alors, vous mettez un peu d'oxygène, 4 litres par minute, et vous faites un remplissage vasculaire, oui, et vous décidez d'évacuer le liquide péricardique qui est en train de comprimer le cœur. Tout ça, vous devez le faire en urgence. Donc, c'est une urgence vitale. Alors, on fait un groupage AB au rhésus. Demande de culoglobulaire, je vous rappelle que le patient est anémique. On complète le bilan d'hémostase. Et dites-moi quelle thérapeutique vous allez proposer. Est-ce que A, vous allez faire un abord sous-xiphoïdien, petite incision ici, de façon chirurgicale, ou bien vous allez ouvrir le thorax par une thoracotomie antérolatérale, comme vous voyez en B, ou bien vous allez faire une sternotomie médiane, ou bien pas de chirurgie, mais on prend une aiguille, on va ponctionner en sous-xiphoïdien pour essayer de retirer le liquide. Je vous demanderai de proposer au moins une thérapeutique, vous pouvez même en proposer plusieurs, et justifier votre réponse par écrit. On corrigera pendant la conférence. Voici quelques images si vous avez choisi par exemple un abord sous-xiphoïdien. Eh bien, on va faire une incision en regard de l'appendice xiphoïde, écarter, réséquer l'appendice xiphoïde, aborder le péricarde, ponctionner et évacuer le liquide péricardique. Voici chez ce patient une image post-opératoire. Vous voyez une incision. Ici, en regard de l'appendice xiphoïde, qui a permis de recueillir ce liquide qui était hématique. Alors, on a retiré 1 litre de sang de liquide hématique. Bien sûr, il faut savoir, est-ce que ce liquide est d'origine tumorale? Est-ce que c'est un saignement? Il a saigné dans son péricarde. Donc l'étude cytologique, biochimique, pour voir si c'est un exsudant ou un transsudant. Bactériologique, pour voir si c'est infectieux, parce qu'on a aussi la tuberculose qui peut donner des tableaux de péricardite. Le bilan biologique général, donc complété par le syndrome inflammatoire, les enzymes, donc dans ce cas qui seraient normales, ou bien une biopsie péricardique. Donc on peut aussi prélever une partie du péricarde, l'envoyer en examen anatomopathologique pour recueillir, pour voir s'il n'y a pas une néoplasie, une localisation secondaire
de sa tumeur, puisqu'on sait qu'il a été opéré d'une tumeur vésicale. Et la biopsie péricardique peut montrer tout simplement un aspect inflammatoire de péricardite inflammatoire non spécifique. Alors, la tamponnade péricardique, donc c'est en fait une compression aiguë ou subaiguë par un épanchement péricardique massif ou de constitution rapide des cavités cardiaques. L'épanchement majore les pressions à l'intérieur du sac péricardique et réalise un tableau d'adiastolie aiguë, c'est-à-dire gêne au remplissage cardiaque. Donc l'importance de l'abondance de l'épanchement, mais surtout sa rapidité de constitution vont aggraver cette compression. Donc il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors les conséquences hémodynamiques, donc comme on l'a vu, ça sera d'abord l'oreillette droite, puis le ventricule droit, et il y aura une majoration de l'interdépendance ventriculaire physiologique, c'est-à-dire que pendant l'inspiration, par exemple, ici vous voyez à droite, pendant l'inspiration, il y a une pression négative en intrathoracique qui permet à l'air de rentrer à travers les bronches jusqu'aux alvéoles, et donc le ventricule droit et l'oreillette droite, le cœur droit, ne sera pas très comprimé. Et donc le débit à droite sera assez élevé, sera assez bon, et donc le cœur gauche aura un débit diminué. Par contre, en expiration, eh bien, la pression intrathoracique sera élevée, elle va venir aggraver la compression et donc gêner le cœur droit, l'oreille droite et le ventricule droit. Donc le débit à travers la valve tricuspide sera plus petit et à travers la valve mitrale sera plus important, d'où les variations des flux Doppler intracardiaques. Alors voici un peu plus en détail l'interdépendance ventriculaire. Alors les signes physiques, ça sera le frottement péricardique dans 50% des cas, les bruits du cœur sourd, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la mauvaise tolérance, donc ça peut arriver jusqu'au collapsus et au signe droit, donc signe d'insuffisance cardiaque droite, et les signes de l'épanchement pleural. À l'ECG, c'est principalement un microvoltage diffus, mais dans le cas de la péricardite, eh bien, on peut avoir une évolution en 4 stades. Alors le diagnostic étiologique est parfois difficile quand la péricardite est révélatrice d'une maladie générale, et donc il faut une enquête large et minutieuse basée sur les antécédents, l'examen clinique général, biologie et examen complémentaire. La ponction péricardique ou drainage chirurgical réalisé permettent aussi, avec la biopsie péricardique, un diagnostic étiologique. Bien entendu, la péricardite néoplasique est assez fréquente chez ce genre de patients. Et ce qu'il faut retenir, c'est la triade de Beck qui a été décrite en 1935. Quand vous avez un état de choc associé à des signes droits, il faut évoquer le diagnostic de tamponnade cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'hypertension veineuse, de l'hypotension artérielle et un cœur petit et calme. Alors le diagnostic positif peut être beaucoup plus difficile quand c'est une dyspnée d'effort croissante ou un tableau d'HTA. Je vous parlerai aussi d'un signe particulier qui est historique, qui est le pouls paradoxal de Kussmaul. Donc décrit en 1873, il s'agit, quand vous prenez le pouls, eh bien d'une chute du débit cardiaque, donc de la pulsation aussi du pouls à l'inspiration. Mais attention, ce pouls paradoxal de Kussmaul peut également être présent dans l'hypertension artérielle pulmonaire, dans l'embolie pulmonaire massive ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou bien d'hypovolémie. Donc ça veut dire qu'il n'est pas spécifique.
Le diagnostic positif, il sera principalement fait par l'ECG, la radio thoracique, mais surtout l'échocardiographie qui va montrer un espace transsonore ou hypoéchogène avec un décollement en systole et en diastole. Bien sûr, l'échocardiographie va aussi montrer le retentissement de cet épanchement péricardique sur les cavités cardiaques. Alors, le traitement de la tamponnade. Alors, ce qu'il faut faire rapidement, c'est remplir le patient, mettre parfois de la dobutamine, évacuer l'épanchement liquidien, soit par ponction, soit par drainage chirurgical, par voie sous-xiphoïdienne, et traiter, quand il y a lieu, un traitement étiologique. Alors, donc, la tamponnade cardiaque, c'est l'urgence des urgences. Le drainage percutané, c'est la péricardosynthèse. Le drainage chirurgical peut être réalisé selon plusieurs approches. Ça peut être une thoracotomie antérolatérale gauche, comme ça peut être une voie sous-xiphoïdienne ou une sternotomie. Alors, les étiologies de la tamponnade cardiaque. Donc, l'évolution possible de toutes les péricardites aiguës. Le plus souvent, ça peut être la péricardite néoplasique, idiopathique, la dissection ou la péricardite infectieuse. Et il faut faire très attention aux hémopéricardes. C'est quand c'est vraiment l'extrême urgence, quand il y a une rupture de la paroi libre, lors par exemple d'un infarctus du myocarde, d'une dissection aortique, en post-chirurgie cardiaque, ou cathétérisme transseptal ou traumatisme thoracique. Alors, le but du traitement, donc, c'est d'évacuer le liquide péricardique, d'éviter l'état de choc, de contribuer à la recherche étiologique et d'éviter la récidive. Pour éviter la récidive, on peut mettre des fenêtres entre la plèvre et le péricarde ou entre le péricarde et le péritoine de façon à ce qu'il n'y ait pas de récidive locale. Les indications de l'évacuation du liquide péricardique. Donc, dès qu'il y a un épanchement péricardique avec un retentissement sur les cavités cardiaques ou sur l'hémodynamique des flux intracardiaques, ou bien pour récidive de fenêtre pleuropéricardique, ou quand on veut faire un bilan étiologique qui est négatif et on ne sait toujours pas pourquoi, on peut proposer un drainage péricardique. Quand on suspecte une péricardite purulente, et bien là, le traitement, c'est principalement chirurgical. Donc, en résumé, la tamponnade cardiaque, c'est quand même une urgence chirurgicale, il ne faut pas attendre. Alors, les alternatives au drainage chirurgical, ça peut être le drainage percutané. Et là, vous avez quelques plaques que vous pourrez relire tranquillement, qui vous expliquent comment on va ponctionner l'aiguille. On va introduire un guide, puis on va retirer, on va dilater et on introduit un cathéter, puis on va aspirer pour recueillir le liquide péricardique. Anémie. Bon, principalement, on ne va pas penser à l'anémie tout de suite, mais elle peut être associée. Est-ce qu'on pense à une plaie cardiaque avec une toute petite plaie comme ça? Oui, on peut penser. Est-ce qu'on peut penser à une tamponnade cardiaque? Oui, c'est possible. Un épanchement péricardique? C'est possible. Un hémothorax? Oui, c'est probable. L'hémothorax, c'est-à-dire un épanchement de sang à l'intérieur de la plèvre. Donc, on peut penser à toutes les propositions, un peu moins à la A, mais on peut penser à toutes les propositions pour l'instant. Alors, vous faites l'examen clinique, vous trouvez une tension à 80 sur 55 mm de mercure, une tachycardie à 120, une gêne thoracique, une dyspnée permanente de repos,
Il n'y a pas de souffle à l'examen cardiovasculaire, les bruits du cœur sont assourdis et l'examen pleuropulmonaire montre un murmure vésiculaire diminué en basie thoracique gauche et une matité basale gauche. Quel examen complémentaire proposez-vous? Et bien entendu, justifiez vos réponses par écrit. Alors voici la radio pulmonaire. Je vais vous laisser le soin de l'interpréter. Voici un scanner thoracique et je vais vous laisser le soin d'interpréter également. Qu'est-ce que vous voyez sur le scanner thoracique? C'est toujours le scanner thoracique. Alors, quel diagnostic évoquez-vous? Une anémie, une plaie cardiaque, une tamponnade, un épanchement péricardique ou un hémothorax. Donc, à ce stade, est-ce qu'on évoque une anémie? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Une anémie, une plaie cardiaque, une tamponnade cardiaque, un épanchement péricardique ou un hémothorax. Alors, qu'est-ce que vous évoquez? Une anémie. Oui, c'est possible. Une plaie cardiaque. C'est possible. Une tamponnade cardiaque. C'est possible. Un épanchement péricardique. On ne l'a pas vu sur le scanner, mais c'est possible. Un hémothorax. C'est possible. Alors, en fait, je vais vous aider un petit peu. Quand vous avez une plaie thoracique sur la cardiac box, c'est-à-dire à ce niveau-là, dans le grand carré ou grand rectangle noir, eh bien, ça doit faire évoquer chez vous une lésion cardiaque. Alors, quelle thérapeutique proposez-vous? Est-ce que vous pensez que vous allez faire un abord sous-xiphoïdien ou bien une thoracotomie antérolatérale ou une sternotomie ou encore vous allez ponctionner quelque chose? Allez, je vous demande de justifier votre réponse par écrit et on corrigera au cours de la conférence. Attention, un patient comme ça, donc il vient en urgence, vous suspectez une plaie cardiaque, un hémothorax, eh bien, c'est une anesthésie générale à risque. Voici le patient, son installation. Nous, on a préféré l'admettre au bloc opératoire, même si la plaie nous paraissait petite. En décubitus dorsal. Et voici une vue péropératoire. Vous voyez des caillots sanguins, vous voyez qu'il y a du saignement, hein. C'est très très sanglant. Et vous voyez le cœur ici, au milieu. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a de l'hémostase qui a été faite. Ça veut dire que c'était effectivement une plaie. Regardez ici, on a zoomé un petit peu. Donc il y avait ici une plaie cardiaque à ce niveau-là, au niveau du ventricule droit. Regardez, ici vous aviez la voie d'abord et le couteau qui a traversé et qui est arrivé, qui a ouvert le péricarde, qui est arrivé jusque devant le ventricule droit, qui l'a sectionné.
Donc il y avait une plaie cardiaque. Et vous voyez ici la qualité de la cicatrice qui est un peu kéloïde et la cicatrice de la voie de la plaie thoracique. Donc en résumé, les plaies ouvertes du thorax, c'est une mortalité en 70 et 90%. On va se limiter à l'étude des plaies cardiaques maintenant. Dans un contexte d'urgence extrême, il faut que le transport médicalisé vers une structure hospitalière soit fait le plus rapidement possible. Au Maroc, c'est l'agression par les armes blanches dans 98%. C'est principalement des hommes dans 96%. L'âge, c'est dans 90% des cas, c'est entre 11 ans et 30 ans. On estime qu'au Maroc, on a environ 1000 cas par an, dont 250 parviennent aux hôpitaux universitaires. Alors, aux États-Unis, c'est autre chose, c'est principalement la mortalité par arme à feu et les accidents de la route, hein, avec 50% de décès des 5 à 34 ans. Alors, donc les circonstances, il faut bien entendu chercher les circonstances, le mécanisme, les antécédents, l'âge du blessé, hein, les traitements qu'il prend, le bilan en réanimation, entrepris sur les lieux, qu'est-ce qui a été fait pendant le transport, et l'importance, mécanisme d'âge pour le diagnostic, pour prévenir les complications. Bien sûr, l'état clinique du risque vital, donc l'hémodynamique, mais aussi pleuropulmonaire et neurologique et les lésions associées. Alors, l'état hémodynamique, on va chercher les signes de choc ou les signes de tamponnade. L'état respiratoire, on va chercher la cyanose, battement des ailes du nez, la respiration courte et la mise en jeu des muscles accessoires. L'examen du thorax, donc on va chercher s'il n'y a pas de l'emphysème sous-cutané, s'il n'y a pas de l'hématome, des contusions, des points douloureux qui pourraient évoquer des fractures, un enfoncement pariétal, une matité ou un silence d'un hémothorax, chose que nous avons eu chez ce patient, un tympanisme, au contraire, qui évoquerait un pneumothorax, et des râles d'encombrement. Alors, 3 tableaux cliniques peuvent s'individualiser quand on évoque une plaie cardiaque. Ça peut être un tableau de tamponnade, ça peut être un tableau de choc hémorragique ou un tableau d'hémopéricarde. Alors, beaucoup de blessés ne parviennent jamais à l'hôpital, donc l'hémorragie profuse ou des chambres cardiaques délabrées, donc le patient meurt sur place. L'atteinte surtout ventriculaire, principalement ventriculaire droit, ventriculaire gauche, l'oreillette droite ou l'oreillette gauche. Une seule lésion cardiaque est retrouvée dans 90% des cas. Les lésions des gros vaisseaux dans 10% des cas et les lésions coronaires dans moins de 5% des cas. La rupture cardiaque est aussi une lésion fréquente à l'autopsie et elle donne une mortalité sur le site à 75%. Le bilan biologique doit être fait en urgence, demande de sang, le bilan radiologique avec la radio, le scanner et l'échocardiographie thoracique, l'échographie transœsophagienne qui peut nous montrer l'hémodynamique et l'écho abdominal parce que ce sont parfois des patients qui ont des lésions abdominales associées. Alors, dès qu'on a à l'échocardiographie un épanchement péricardique avec une lésion de la cardiac box, eh bien, en général, l'exploration doit se faire en urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant le bloc? Eh bien, réanimer, remplir, transfuser,
traiter les lésions létales et les lésions associées, diagnostiquer et traiter. Donc si l'état de choc, patient en état de choc avec des signes de vie, eh bien on peut aller vers une thoracotomie immédiate. Hein. Bien entendu, s'il n'y a pas de signe de vie, il est inutile d'aller opérer. Alors en urgence, il faut bien sûr maintenir la perfusion cérébrale, contrôler l'hémorragie, décomprimer la tamponnade. Devant un coup de couteau thoracique, hein, donc si l'hémodynamique est instable ou tachycardie soutenue, la présence d'un épanchement péricardique sur l'échographie ou un hémothorax drainé qui ramène plus de 500 cc par heure, et bien là, il va falloir indiquer une exploration chirurgicale. Si le patient est stable, on peut se permettre de faire le TO. Pas de tension artérielle mais des signes de vie, on fait une thoracotomie. Si la tension artérielle est palpable mais le patient est instable, on fait une fenêtre péricardique au bloc ou un drainage péricardique rapidement. Alors certaines lésions, on pourrait avoir besoin d'une circulation extracorporelle et donc ce sont des lésions coronaires proximales de l'oreillette gauche, du ventricule gauche, du sinus coronaire ou de la veine cave inférieure. Donc, devant un coup de couteau thoracique, eh bien, les principes sont les suivants de traitement. Assurer l'hémostase, évacuer le liquide péricardique, en général c'est de l'hémopéricarde et de l'hémothorax, décaillotage, donc enlever les caillots, rétablir la solution de continuité des cavités cardiaques, assurer la perméabilité des artères coronaires, traiter les lésions associées et éventuellement fermer une communication interventriculaire. Alors, quelle est la conduite à tenir? Donc, on pourrait réaliser soit une thoracotomie antérolatérale, hein, soit une sternotomie. Je détaillerai ça pendant la conférence. Alors, les autres voies d'abord, ça peut être, comme j'ai dit, une sternotomie médiane verticale ou bien un abord péricardique sous-xiphoïdien. On peut aussi réaliser une thoracoscopie exploratrice si le patient est parfaitement. Alors l'hémostase en elle-même du cœur, eh bien vous voyez ici une lésion au niveau du ventricule droit. Vous mettez le doigt de la main gauche et vous pouvez essayer de faire. Alors l'hémostase est réalisée appuyée puisque le myocarde est très fragile, donc on va l'appuyer sur du péricarde par exemple. Alors il faut éviter de déchirer le muscle cardiaque. Donc parfois on fait des surjets, mais il faut qu'il soit appuyé. Vous voyez qu'on travaille souvent à cœur battant et il faut essayer de limiter le saignement. Donc faire de l'hémostase première, même s'il est incomplète, et la compléter par une hémostase définie. Ne pas oublier de décailloter, donc enlever tous les caillots et bien entendu drainer et fermer sur un drain rétrosternal et fermer la voie d'abord, donc soit la sternotomie, soit la thoracotomie ou autre. Alors quels sont les facteurs pronostiques d'une plaie cardiaque? Eh bien, les délais de transport et de prise en charge. Plus un patient sera au lieu de l'incident ou de l'accident restera longtemps, moins il a de chances d'arriver à l'hôpital et d'être sauvé. S'il fait un arrêt cardiaque avant d'arriver à l'hôpital, le pronostic est très mauvais. Si on a des lésions cardiaques multiples avec atteinte des gros vaisseaux, ou si la taille de la lésion est supérieure à 3 cm, ça ne donne pas le temps de réagir ou de sauver le. Ce qu'il faut retenir, c'est que concernant la tamponnade cardiaque, c'est une urgence diagnostique thérapeutique, que la place centrale de la ponction péricardique, que le drainage péricardique permet souvent de régler le problème et de sauver le patient, que l'exploration doit être faite de toute suspicion de plaie cardiaque et donc la place de la CEC reste quand on a des lésions coronaires ou des lésions de la veine cave inférieure par exemple. Bon résultat si le patient arrive à l'hôpital.
La réparation, concernant toujours la réparation chirurgicale d'une plaie cardiaque, elle se fait souvent à cœur battant. Il faut explorer toutes les lésions. L'hémostase doit être d'abord temporaire puis définitive, comme ça on ne perd pas beaucoup de sang. Les pontages coronaires peuvent être faits dans le même temps opératoire, auquel cas on choisira une sternotomie médiane. Et on peut utiliser des substituts et patchs. Et je vous remercie pour votre attention.